Salut à tous et bienvenue dans Le Coin Neuf. Caroline, ça va bien? Ça va bien. Aujourd'hui, on vous retrouve pour la chronique littéraire, ce sera dans un instant. Et puis, vous allez nous parler de mer, c'est ça, à travers Absolument. 3 ouvrages. Puis, vous êtes toute seule aujourd'hui. Oui, c'est un peu triste. Ouais, la vie est dure, hein, je le conçois. Vous êtes seule de ce côté-là, en tout cas, puisque nous retrouvons Priscilla en seconde partie de l'émission. Et en extérieur, elle a décidé de prendre l'air. Et dans la première partie, on va s'intéresser également à une thématique autour de 2 personnes qui, eux aussi, ont décidé de prendre l'air. Ils s'intéressent à la nourriture à travers le monde. La fourchette voyageuse, c'est le nom du projet. Voici tout de suite Anna Vernet et Romain Quellec. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Alors la fourchette voyageuse, je le disais, c'est le nom de votre projet que vous avez mis sur pied. Un voyage autour du globe avec une seule arme, la voici, elle est devant nous, c'est une fourche. Et 2 fourchettes. Et 2 fourchettes, les 2 fourchettes qui sont juste à côté. De la fourche à la fourchette, c'est un peu votre slogan Voilà, finalement. c'est ça, c'est le slogan qui résume le projet, parce qu'on va partir rencontrer des paysans et des cuisiniers dans 10 pays. Alors justement, pour comprendre ce projet, faut-il déjà peut-être comprendre ou cerner en tout cas vos 2 personnages. Anaëlle, vous faites quoi dans la vie? J'ai une formation d'ingénieur agronome et je suis conseillère en élevage, donc je suis auprès des éleveurs pour les aider sur leur exploitation agricole. Et Romain, vous, votre job? Moi, je suis plus dans l'ombre, je suis informaticien. Ouais. Et du coup, je m'occupe plus de la partie technique, du site internet, de la communication. Mais avec une passion malgré tout. De la cuisine, ouais. Mais comment on allie les deux, cuisine et informatique? C'est très difficile, on ne le fait pas en général. On travaille la journée et on cuisine le soir. D'accord. Et c'est du coup en discutant ensemble que vous avez mis au point du coup ce projet. Oui, voilà, on a cherché à allier nos 2 passions et à jouer la carte de la complémentarité. Et ça nous permet aussi de retracer un peu l'histoire des aliments que l'on cultive un peu partout sur Terre. Alors dis-moi, pour parcourir le monde, c'est ce que vous êtes fixé, vous partez Voilà. début janvier. Expliquez-nous comment ça va se passer, ce que vous allez faire. Alors, on a 10 pays. Par pays, on va essayer d'avoir quelques thèmes précis. 3, Ouais. on s'en fixe 3. Et on fait 10 pays en 10 mois. Donc, on commence par l'Inde. Ouais. On tourne dans ce sens-là. Inde, Vietnam, Thaïlande. Et on continue dans ce sens. Alors, on va les voit venir par justement les l'Amérique, pays. Chine, du Japon, Sud. Indonésie, Nouvelle-Zélande, Chili, Pérou, Brésil. Vous Voilà. allez faire tout ça? Ouais, on va Et essayer les- de le faire en 10 mois. L'idée, c'est de partager le quotidien des agriculteurs, de travailler sur leur ferme et de faire également du couchsurfing pour être chez les habitants et partager les temps d'échange, les repas, la constitution des plats, etc. Alors justement, votre projet, c'est de parcourir le monde pour parler nourriture, pour y découvrir les acteurs, en tout cas, Voilà. de la nourriture en local, mais en local partout dans le monde. Comment ça va se passer concrètement? Vous avez 10 pays à parcourir, expliquez-nous un peu le déroulé. Bah, par exemple, je peux commencer par l'Inde. On a des programmes plus ou moins fixes selon les pays. On Ouais. a un peu de liberté. Sur l'Inde, on va d'abord à Calcutta, on va étudier la cuisine bengalaise. On va voir le thé. Vers Darjeeling, Ouais. Ouais. on retrouve un agriculteur donc, qui gère plusieurs plantations de Darjeeling. Et ensuite, on se rendra dans le sud du pays pour aller à la rencontre d'éleveurs qui sont passés en agriculture biologique et qui sont en relation également avec des professeurs plus dans le secteur du Tamil Nadu. Alors vous nous parliez de l'Inde, comment vous avez choisi les 9 autres pays du coup? Au départ, on a fixé tous les pays qui ont une forte culture, soit agronomique, soit Ouais. dans la cuisine. Enfin, ça, en général, ça va ensemble. Et puis ensuite, c'est nos goûts, c'est le budget, c'est la facilité pour les billets d'avion, c'est plein de choses. Il y avait d'autres pays comme le Maroc, le Liban, beaucoup de pays qu'on aurait voulu faire, mais au bout d'un moment, il faut se fixer à 10 pays et puis on y va. Il y a beaucoup d'émissions de télévision ou de choses comme ça, de documentaires autour de ce genre d'aventure. J'imagine que ça vous a un peu inspiré en fait. Oui. Complètement. Ou complètement Puis, même finalement. ouais. Ce sont des émissions qu'on suit avec plaisir. On suit également pas mal de blogueurs, de voyageurs qui ont eu des expériences un peu comme les nôtres. Ça nous a beaucoup enrichis et c'est vrai que ça met la puce à l'oreille. Et puis à un moment, on décide de y aller, de vivre ce projet à fond. Et là, on n'a qu'une hâte, c'est de partir. Justement, vous parlez de blogueurs, ce sont des choses, tout ce que vous allez vivre sur place. L'intérêt, c'est pas juste de le vivre pour vous, puisqu'on n'est pas dans des vacances en fait. Vous allez clairement faire des carnets de voyage, des reportages entre guillemets. On va essayer de partager le maximum en texte, en photo, en portrait, en vidéo si le débit internet le permet. Ouais. Et puis à notre retour, on a aussi quelques retours sur la région. Oui. On a prévu de rencontrer des étudiants en lycée agricole, des Ça va être plus élèves votre domaine également. du coup ça. Voilà, pour les sensibiliser un petit peu sur l'agriculture dans le monde et puis aussi la cuisine. Et on a aussi pour objectif de rédiger un récit de voyage qui alliera portrait d'agriculteur, recettes traditionnelles et les petites anecdotes du voyage.
Caroline, ce genre de carnet de voyage, justement, je vois que vous écoutez avec attention. Oui, j'ai envie de partir avec vous. Vous avez encore un peu de place ou pas dans le sac? Je sais pas. Les bagages commencent à être Je chargés. veux bien porter la fourche. Est-ce que, je sais pas si vous allez embarquer avec la fourche dans l'avion. Non, ça va être un peu tendu quand même. Les agriculteurs ont tout ce qu'il faut sur place. Vous embarquerez peut-être les fourchettes en tout cas. Ça, c'est possible. Et on s'entraîne à manger avec des baguettes également. Ça va être un peu plus galère. Est-ce que ce sont des choses qui fonctionnent, ça justement? Est-ce que vous allez nous en parler justement tout à l'heure, de livres autour de la cuisine? Est-ce que ce genre de carnet de voyage de cuisine du monde, ça marche? Oui, ça marche, et pas seulement sur la cuisine d'ailleurs, mais c'est vraiment le reflet d'une expérience personnelle qui fait rêver en plus. Donc il y a toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne sur tous les supports. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite réellement. Ça serait bien, oui. Ouais. Mais ce genre de projet, justement, ça coûte de l'argent. C'est pour ça que vous vous accompagnez vous vous appuyez sur un projet de crowdfunding, du coup, du financement participatif. Vous faites ça via la plateforme Ulule. Oui. Vous demandez combien et ça coûte combien un tel voyage? On a lancé notre campagne de financement participatif sur Ulule. La campagne est toujours en cours, donc n'hésitez pas à trouver notre projet La Fourchette Voyageuse. On a fait une demande de 2 000 € pour cette campagne. Après, il faut savoir qu'un projet comme celui-ci, grossièrement, c'est 10 000 € par personne. Ouais. On apporte la moitié du budget. Après, on a également pu obtenir des bourses pour des jeunes qui ont des projets avec le Conseil général et peut-être la ville de Brest aussi qui va nous donner un coup de pouce. Vous avez fait ce genre de vidéo justement pour appuyer vos propos, pour faire votre autopromo, parce que finalement, il faut savoir se vendre quand on fait ce genre de projet. Et les internautes qui souhaiteront nous suivre pourront le faire tout au long du voyage parce qu'on a également mis en place un blog, donc ça c'est plus la partie de Romain, qu'on alimentera tout au long du voyage. D'accord. Vous êtes fixé combien d'argent sur ce projet Ulule justement? Vous attendez combien? 2 000 €. 2 000 € et vous en êtes à combien là? À 70%. Ouais, il reste une vingtaine de jours pour parcourir les 30%. Encore 500 € à débloquer. Bon, en tout cas, c'est le plus dur qui est difficile. Ouais, et puis il reste 20 jours, donc au final, on a confiance. Votre site internet, il s'affiche en bas de l'écran justement. Dessus, on y retrouve toutes vos informations, y compris votre projet Ulule. Ouais. On en reparle dans un instant, mais tout de suite, on passe au livre. Et on le disait, Caroline, vous allez nous parler de mer, c'est ça? Oui, c'est ça. Je n'ai même pas fait exprès. En fait, je suis tombée à la librairie sur un album qui s'appelle Un océan d'amour, scénarisé par Lupano et dessiné par Panaccione, Grégory Panaccione. Le livre est là, je vais vous le piquer pour vous montrer l'intérieur. Et alors, pourquoi j'ai tilté en particulier sur ce livre-là? C'est parce que Grégory Panaccione, donc le dessinateur, je le suis déjà depuis plus d'1 an. On m'a parlé de lui à l'occasion d'une histoire assez rigolote, enfin, je trouve en tout cas, qu'un dessinateur, un autre dessinateur, un dessinateur brestois m'a raconté. Il était dans un festival, le dessinateur brestois, et dans un quart d'auteur, voilà, tous les auteurs sont brinque-ballés d'un endroit à l'autre. Et puis là, il y a un type qu'il ne connaît pas, qui l'aborde et qui lui dit, bon voilà, ils échangent quelques mots. Et puis, bon, t'as eu quoi comme coup de cœur ces dernières années? Et le dessinateur brestois répond à l'autre, ben moi, mon coup de cœur absolu, mais sur toutes les dernières années, là, c'est un livre de Grégory Panaccione, qui n'est pas très connu, et qui s'appelle Toby, mon ami. Et le type en face, c'était Grégory Panaccione. Voilà. Donc, quand j'ai entendu cette histoire, évidemment, j'ai eu envie de regarder ce qu'il faisait. Et en fait, il vient du film d'animation, ce monsieur. Et ça se ressent très, très fort dans ses livres parce que, en fait, donc c'est de l'image, son texte. Son petit bonhomme ressemble à Là-haut, en fait, le film d'animation Là-haut. Ouais, et ça, j'y avais même pas pensé, tiens. Donc voilà, et ça fait un peu comme un flipbook, en fait. On se dit que quand on fait défiler les pages les unes après les autres, on voit le dessin animé se dérouler. Les personnages sont très proches du burlesque, ils sont très caricaturaux. Là, dans Un océan d'amour, c'est l'histoire d'un pêcheur breton. Il faut avoir l'imagination pour flipbook. Tout malingre, tout petit, tout chétif, et de sa grosse bonne femme bretonne. Bon, on la reconnaît bien là sur la couverture. Il prend la mer et il revient pas. Et elle, au lieu de se laisser abattre, elle va se faire tirer les cartes, sauf qu'en Bretagne, se faire tirer les cartes, c'est se faire tirer les crêpes. Et elle voit dans sa crêpe la tête du Tché, et elle se dit c'est à Cuba qu'il a débarqué. Dans la tempête, il allait jusqu'à Cuba, et elle décide de prendre elle-même un gros bateau, elle pour le coup, un paquebot, et elle y va. Et en fait, ce sont leurs aventures croisées dans cet océan d'amour, parce qu'évidemment, ils n'ont qu'un but l'un pour l'autre, c'est de se retrouver. Et voilà, c'est juste somptueux. Lisez-le, si on peut dire. Feuilletez-le, puisqu'il n'y a pas... Et puis donc voilà, c'est ce livre-là qui m'a dit, bon, j'ai tellement envie d'en parler, il faut que je trouve une thématique autour. Parlons d'océan, parlons de mer. Je me suis dit, quels sont dans les derniers romans que j'ai lus, un livre qui m'aurait vraiment
vraiment, vraiment touchée à propos de la mer. Et c'est donc ce livre-là, En mer, qui vient de sortir en poche chez 10-18. Il est sorti en grand format en 2013, ce livre, et il avait obtenu le prix Médicis étranger à cette occasion-là. En 2013. Voilà, exactement. 2013, oui, j'ai dit une bêtise. Non, ouais, prix Médicis étranger 2013. Donc c'était son premier roman, il est néerlandais. Donc il s'appelle, je ne sais pas comment ça se prononce en néerlandais, pardon, Toyne Eijmans, on va dire. Vous pouvez nous aider ou pas, non? Je sais pas. Ouais, ça a l'air voilà. pas mal. Et donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Donald et qui prend la mer pendant 3 mois. Voilà, seul, hein, il part, voilà. Et pour rentrer, pour sa dernière étape, il demande, en tout cas il choisit d'embarquer sa fille de 7 ans à bord pour la ramener chez lui et puis pour lui le raccompagner dans ce voyage, ce qui est très symbolique et joli. La maman n'est pas tout à fait d'accord parce qu'elle a un peu la trouille quand même, mais il le fait. Et malheureusement, il se retrouve en proie à une énorme tempête, sachant que c'est un voyage qui devait durer 2 jours et c'est là que la tempête arrive. On est en mer du Nord, les radios l'appellent pour lui dire de revenir à port, il faut absolument qu'il fasse quelque chose. Il décide que non, il doit mener cette expérience à bon port, au bout, et il reste en mer. Et il n'a qu'une trouille, c'est que la foudre s'abatte sur son petit bateau, ce qui a peu de chances d'arriver, mais quand même. Et il imagine déjà son bateau coupé en 2 avec sa fille à l'intérieur. Bref, c'est pas très rigolo, mais il se dit il faut que je le fasse, je vais finir. C'est un peu stressant. Donc c'est très stressant. Il met son téléphone dans le four parce qu'il se dit dans le four il y a une cage de Faraday, donc il ne pourra rien arriver. Et puis à chaque fois qu'il a besoin de communiquer un SMS, ou il récupère son téléphone du four. Et nous on est dans le bateau avec lui, on n'a qu'une crainte, c'est qu'il se passe quelque chose parce que là pour le coup il est vraiment responsable et pas seulement en mer, mais sur terre aussi, au regard de sa famille. Bref, vous l'aurez compris, à ma manière d'en parler, c'est haletant. Voilà. En mer. Exactement, en Toyne mer. Eijmans. Chez 10-18. D'accord. Et le dernier livre que vous nous présentez, il va forcément vous parler, je pense. J'étais obligée de parler de celui-là. Il y a 1 an, à la même période, j'avais parlé ici même d'un livre qui s'appelle Vive le blé noir et qui a eu un très grand écho auprès des cuisiniers, mais pas seulement en librairie. Ça a été un gros succès. Et donc, là, c'est les éditions Tromade qui ont fait donc, une collection qui s'appelle Vive le goût, dans laquelle ils interviewent et ils prennent des recettes de chefs bretons. Et là, ils ont confié donc, cette année un ouvrage sur le poisson à Nathalie Beauvais, qui est chef à Lorient et qui a effectivement une. Elle est chef dans quel resto? C'est écrit dessus, j'ai mangé le nom du restaurant, c'est sur le rabat de la première page de couverture. Le Jardin Gourmand. Voilà. C'est à côté du cours de la Beauve à Lorient, je crois. Bien. Je suis brestoise, moi, monsieur. Et donc là, elle décline le poisson dans ce livre qui est un vraiment joli point d'orgue à la collection, avec des illustrations, des photographies magnifiques. Donc elle commence par nous expliquer comment choisir son poisson au hall, au marché, bref, chez son commerçant, comment lever les filets, comment le faire fumer si nécessaire. Donc une fois qu'on a ces petites bases techniques, mais c'est vraiment très pédagogique et elle ne va pas dans les détails, c'est juste suffisant pour moi, c'est parfait. Elle prend les poissons les uns à la suite des autres, les poissons qu'on peut trouver ici sur nos étals, voilà, y compris ceux qu'on ne prend pas d'habitude, comme la barbue par exemple, ou voilà. Et elle les décline. Et on n'a plus le temps. Et on n'a plus le temps, et elle fait appel à un sommelier pour dire avec quel vin les déguster. Et justement, ça rend un livre vraiment. Si vous voulez, on revient sur la seconde partie, parce que je vais me faire gronder en fait dans l'oreillette. Donc on n'a vraiment plus le temps, on fait une pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.